So IT, c'est votre podcast de l'informatique en entreprise et de sa transformation grâce aux outils du numérique. À l'ordre du jour de cet épisode, nous allons évoquer quelques news IT ainsi qu'un gros dossier sur l'externalisation. Bonjour à tous et bienvenue dans So IT épisode 3. So IT, c'est le podcast qui parle de l'informatique en entreprise. On y parle nouvelles technologies, méthodos, organisation et transformation de l'entreprise par les outils du numérique. Dans cette lourde tâche, je suis assisté de chroniqueurs. Donc je suis avec Hassen. Bonjour Hassen. Salut tout le monde. Je suis avec Oussem. Bonjour. Et je suis avec Momo. Salut tout le monde. Momo qui est de retour parmi nous, qui s'installe. Le guest qui veut pas partir. C'est le guest qui veut pas partir. On n'ose loco, pas lui dire. ça. On n'ose pas lui dire. Je l'ai bien sorti. Là. Pousse-toi un peu. Comment ça va, messieurs? Vous êtes en forme? On n'a toujours pas ramené de filles. Hein. On est toujours 100% masculin. Ça, on compte sur Momo pour ça. Ah, Ouais. ben, Si tu te vantes beaucoup. on peut toujours attendre, je pense. Ça va être compliqué. Depuis l'épisode 2, quoi de nouveau, messieurs? Très bien, rien. Ok. Rien, franchement rien. Franchement, rien. Pas de vacances. Pas de vacances, beaucoup de boulot comme d'habitude dans notre métier si agréable. Oui. Voilà, entre Très les propales, agréable. les projets, c'est toujours... Les projets à rater, oui. Voilà. Très bien. Faut pas le rater. Et Les propales ratés, les propales perdus. surtout. Ouais, et tes surtout. soirées aussi, tu vois. Tu bosses le soir, toi, en plus. Bah, Ouais. moi j'ai perdu une propale du coup récemment. Très bien. Sur laquelle Beaucoup on a déçu quand même. très Et un peu déçu. vu l'investissement Voilà, c'est ça. qu'il y a eu dessus. Très bien. Et toi, Momo, ça va? Ça va, rien de spécial. Pas trop Toi, on de te laisse vacances. toujours à la fin. On te demande toujours ton avis à la fin. Bah oui. Parce que c'est comme ça que je tranche. Parce que moi je suis là pour réunir tous les avis et trancher à la fin. Et t'as tranché. C'est l'expert. C'est l'expert. C'est sa valeur ajoutée, comme on dit. Très bien. Nous, depuis l'épisode 2, on a eu quelques retours plutôt positifs de cet épisode sur le RPA. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus, à part les retours positifs? Que du coup, on essaie de jouer avec des outils de RPA. Alors, on va essayer de jouer dans mon travail sur la partie de jouer avec UiPath. Et puis, avec Momo, on est en train de jouer sur Blue Prism. Donc voilà, on tente. On verra ce que ça donne. On s'est auto-hypé sur le sujet en parlant. Donc peut-être que dans quelques épisodes, on pourra vous expliquer ce qu'on a fait. Pour l'instant, ce sont en premier lieu des maquettes, quoi. Voilà. L'assistance jugera. Je vous propose sans transition de passer aux news. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'est développé en Clojure? Clojure, est-ce que ça vous Je sais parle? même pas ce que c'est. Scala, est-ce que ça vous parle? Oui. Scala, ouais. D'accord. Le Go, qui n'est pas le jeu. Donc, a priori, ce sont le top 3 des langages les plus rémunérateurs, selon une étude Stack Overflow aux États-Unis. Si vous maîtrisez le Clojure, vous pouvez prétendre à 90K annuels, ce qui est quand même En dollars ou en intéressant. euros? Aux États-Unis, c'est plutôt Ah, les c'est aux dollars. États-Unis. Il y a le F# aussi. Donc voilà, c'est toujours notre petit fil rouge sur les développeurs, le développement, etc. Donc c'est une étude intéressante qui montre à la fois les langages les plus rémunérateurs. Donc sans surprise, ce sont plutôt les langages qui sont tout nouveaux. Et également ceux qui attirent le plus les programmeurs. Et en fait, ce sont également les langages les plus nouveaux. Le pire pour un développeur, selon cette étude, Java, JavaScript, HTML, C++, ce genre de choses-là. Donc qui sont quand même des codes un peu vieillissants. Je suis un peu étonné pour le Java, mais finalement... C'est encore à la mode en France. je sais pas si c'est à la mode en France. Mais en tout cas, C'est pas à la mode, mais on en c'est a encore- besoin. on en a Et le besoin. Python, finalement, je sais pas si ça explose, mais en tout cas, on voit que, il y a 10 ans, quand on apprenait un peu le Python, c'était quand même une niche. Là, maintenant, le Python est mid, c'est-à-dire qu'il est médium au niveau des salaires aux États-Unis, qui n'ont rien à voir avec les salaires en France, et également en termes de popularité. C'est plus si populaire que ça. Donc je laisserai la source. Hein. C'est une étude Stack Overflow et c'est sur ZDNet.
Moi, en fait, avec les langages, c'est que je sais pas, c'est une impression, hein, c'est pas encore, c'est pas factuel. Il faudra peut-être regarder des études, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, on est dans un truc où il y a énormément de langages. C'est-à-dire, j'arrive plus à suivre les langages de programmation qui sortent, etc. Je pense que tout simplement parce que tu as des domaines comme le cloud, l'IA qui peut-être génèrent de nouveaux besoins qui sont des programmes, tu vois, C'est des variantes qui de sont langage orientés. aussi. Et il y a souvent des variantes. Mm. Après, la plupart des développeurs utilisent soit Google Studio, alors je sais pas si ça s'appelle Google Studio, mais Android Studio ou Visual Studio. Hein. C'est le même IDE, mais c'est un langage différent. Quoi. Et c'est vrai que c'est. Il y a de plus en plus de langages. Il y a autant de langages que de chaînes de Bitcoin. C'est dingue. Pourtant, des chaînes de Bitcoin, il y en a 5 ou 10 tous les jours qui apparaissent. De nous parler. Bonne transition du coup, parce que c'est une info qui parle de blockchain. Et en fait, j'ai entendu aujourd'hui que la Société Générale va investir 100 millions d'euros dans D'accord. des tokens qu'elle va mettre sur la blockchain Ethereum. Et franchement, j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent investir autant d'argent, déjà sur une technologie qui n'a pas fait encore ses preuves, et surtout sur Ethereum, quoi, qui n'est pas vraiment une blockchain rassurante. Quoi. C'est pas un fork d'Ethereum, c'est vraiment Non. Ethereum Ils en tant que vont tel. émettre des tokens, ils vont utiliser la D'accord. blockchain Ethereum pour vendre ces tokens et faire des transactions avec, quoi. D'accord. Donc j'ai pas. Quand tu dis token, c'est token de sécurité ou Non, c'est. c'est l'équivalent d'une action financière, hein, j'imagine. Ah un d'accord, actif le financier, gaz Ethereum. Oui, voilà, en Tu fait, vois, ils vont. la monnaie quoi. Enfin, Exactement. d'accord. Non, ils Ok. vont utiliser la blockchain Ethereum, mais ils vont utiliser leur propre token. Ah d'accord. C'est Ok. pas pareil. Pour avoir la C'est traçabilité. un support, c'est juste un support. D'accord. Ils vont utiliser Bah, juste c'est la un des technologie supports, d'Ethereum. un des seuls supports qu'on connaisse vraiment de la blockchain. Hein. C'est assurer une traçabilité et un journal inviolable. Non, mais pourquoi. Enfin, déjà, 100 millions d'euros, ça me semble énorme. Parce qu'ils ont de l'argent, peut-être. Peut-être, parce qu'ils veulent délapider leurs sous, quoi. Parce que Kerviel a rendu l'argent. Parce Peut-être. qu'ils ont retrouvé leur argent qu'ils avaient soi-disant perdu. Je sais pas. Mais en tout Et, cas, oui. et je sais pas si c'est une blockchain publique ou privée, quoi, mais c'est vraiment une blockchain privée, alors il faut les virer, tous ces gens-là, en fait, qui ont mis 100 millions d'euros, parce que ça n'a aucun sens. Bah, j'espère que c'est public, c'est le principe. J'espère que c'est public. En tout cas, je me suis pas renseigné, mais je trouve que déjà 100 millions d'euros à mettre sur Ethereum, en plus. D'accord. je trouve C'est peut-être pour énorme. ça qu'il y a un boom, hein, parce que je me suis fait une petite plus-value là sur des monnaies exotiques. Bon, on fera un jour un dossier blockchain. Je donnerai mes conseils d'investissement ou pas. On perd beaucoup d'argent. Le blockchain, non, Non. non. Blockchain et RPA, jamais. Non. Non, d'accord. Une info comme ça en passant, Amazon va quitter la Chine. Donc première défaite d'Amazon. Donc Amazon arrêtera les livraisons, les livraisons en Chine, vu que la concurrence avec Alibaba et JD, je crois que ça s'appelle comme ça, est trop forte. Je voulais juste en parler parce que c'est assez rare de les voir perdre en fait. Ah bah, c'est bien dans la carrière d'Amazon. Hein. Un premier échec. C'est ça, un premier Oui, échec. Il y en a plein. Des Ouais, échecs non. chez Amazon, il y en a Ouais. plein. Il y en a Ah, plein. j'en sais rien. Des échecs chez Google, il y en a plein. Il y a des sites entiers. On pense encore à Google+, à Google Web, à Inbox. Moi, Amazon, je me rappelle toujours des petits boutons là pour commander où il fallait. Ah, appuyer ils ont arrêté sur le truc, dash. et là, ils Je l'ont trouvais ça arrêté intéressant. aussi, C'est un bel exemple d'IoT. Donc il y avait un petit bouton là où tu cliquais, ça commandait. Tu pouvais Ça faire commandait des les trucs réserves de en- lessive. C'était super. Enfin, Ah. moi, je l'ai pas parce que Ouais. je paye pas pour ça. Mais pour 2 euros, t'appelais et ils t'envoyaient le truc. Quoi. C'est compliqué. Même aux États-Unis, ça n'a pas marché, t'imagines. Sans transition, on va parler un peu d'intelligence artificielle. Justement sur la notion d'IA et la notion de cloud. Donc de plus en plus, hein, on a besoin d'un espace de stockage très très important pour avoir les échantillons et pour pouvoir les processer dans les IA, c'est le principe. C'est pour ça que Google, Amazon, Microsoft, Apple, même si Apple ils sont en retard, ont des IA performantes, c'est parce qu'ils ont énormément de données et que, en gros, on leur donne toutes nos données. Bon, ça on le sait déjà. En revanche, je suis tombé sur un article qui parle des biais de l'IA. Il y a quelque temps, aux États-Unis, il y a eu des articles sur un distributeur de savon. Ce distributeur de savon distribue automatiquement avec un laser et un peu d'intelligence, en tout cas un peu d'informatique, une dose de savon. Et en fait, ça n'a marché que sur les peaux blanches.
Sur les peaux noires, ça ne marche pas. Et du coup, ils ont cherché pourquoi. Et en fait, aucun test n'avait été fait sur une peau noire. Ça, c'est un exemple de biais. C'est-à-dire que dans les IA, la manière dont on fait les échantillons, le fait que, a priori, les développeurs sont une grande majorité des trentenaires ou des vingtenaires blancs et des hommes, pas des femmes, montre que les IA, en fait, sont complètement biaisés par leurs créateurs. Il y a eu des études Google, justement, où quand on mettait CEO, par exemple, dans les IA, en fait, on n'avait que des photos d'hommes, jamais de femmes. Moi, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est là où on voit finalement que nos problématiques sociétales rejoignent quelque chose d'ultra technique. On a toujours pensé que l'IA était neutre, en fait, que c'était l'informatique, que c'était un robot qui allait faire quelque chose, et qu'on allait avoir un certain nombre de résultats a priori neutres. En fait, pas du tout. C'est fait par des programmeurs, des êtres humains, qui font les échantillons, qui peuvent se tromper. Je voulais vous faire réagir par rapport à ça. C'est quelque chose que moi, j'avais pas forcément en tête, comme ça, de prime abord. Mais là, tu parles justement que du biais statistique, en gros. C'est que l'étude, au début de l'étude, si on prend des échantillons, c'est même en statistique, tu as le même problème. Tu as le même problème en statistique, parce que si tes échantillons ne sont pas représentatifs de la population que tu veux étudier, ta statistique n'est pas forcément bonne. C'est ce qui se passe dans les élections. Mais après, il y en a d'autres, des biais. Il y a des biais technologiques. C'est qu'en gros, soit il y a des algos qu'on ne peut pas finir, en gros. On peut pas algorithmique, ouais. On peut pas faire tous les calculs qu'on veut. Donc du coup, on choisit des petites méthodes d'approximation. Donc du coup, c'est pas le vrai algo qui joue. Et après, même dans les algorithmes, il faut pas croire que l'IA c'est une intelligence suprême. Ça reste quand même. Ça reste fait par des êtres humains. Ouais, ça reste de la probabilité c'est de la probabilité en gros. Elle a de la. Je sais pas comment dire, mais c'est du 50-50 quoi. Moi, j'arriverai jamais avec l'IA. Pourquoi tu arriverais? Tu y arrives là? Là, j'y arrive, mais j'y arriverai jamais, genre dans le sens où. Je pense que c'est l'IA qui arrivera avec toi, je pense. Où je me laisserai porter par cet élan, d'intelligence survendue pour dire voilà, elle arrive à tout faire, on peut tout faire avec. Sur des domaines précis, elle pourrait tout faire, quoi. Quand c'est, par exemple, dans le domaine médical, moi je vois que l'IA peut. Oui, la reconnaissance d'image. Par exemple. Mais par exemple, tu sais, la reconnaissance d'image, certaines reconnaissances d'image étaient KO parce qu'en fait, les gens n'avaient jamais testé sur des femmes ou mais sur des diagnostics, par exemple, diagnostic des maladies, etc. Mais moi, je trouve. Ce que je trouve quand même dommage, c'est qu'on n'a jamais eu quelque chose là-dessus. Si, il y en a. Ça a déjà été expérimenté. Hein. Moi, franchement, j'ai vu des études américaines, comme à chaque fois, mais oui, j'ai jamais vu l'application. Je vois plus de l'IA pour comprendre ce que dit un humain pour commander un Uber non, je pense que c'est pas fait encore parce qu'il y a des problèmes il y a des problèmes juridiques en fait qui sont pas résolus encore, mais l'IA assiste déjà des médecins et des chirurgiens, je pense actuellement. Alors j'ai vu, pareil, on a vu des études. Donc pour les sources, c'était sur réseautelecom.net. Je ne connais pas trop ce truc-là. Et c'était intéressant. C'était intéressant de voir ça sous cet angle. Parce que du coup, la question, une fois qu'on sait que l'IA est biaisée, qu'est-ce qu'on fait ? Le but d'une IA, c'est essayer de réagir comme un être humain, en tout cas d'appliquer un certain nombre de raisonnements comme les êtres humains, pour que le consommateur ou le client ait un bon résultat. Donc par exemple, transcoder une communication, le fait de parler, de se comprendre, le fait de savoir que, je ne sais pas moi, quand on fait de la recherche de photos, si je recherche un chien, j'ai un chien. Donc c'est le principe. Mais du coup, est-ce qu'il faut contre-biaiser l'IA ? Et dans ce cas-là, on fausse la vie ? Ou est-ce qu'il faut le biaiser ? Ou le laisser biaiser en disant que c'est la nature ? Et là, on retrouve et on reboucle sur des phénomènes sociétaux comme la discrimination positive. Est-ce qu'il faut la faire, pas la faire ? Est-ce qu'il faut influer ? Je trouvais ça pas mal. C'est un vrai sujet de société. C'est deux sujets qui se rejoignent. Finalement, c'est toujours le même. C'est est-ce qu'on doit être dans la norme sociétale ? Est-ce qu'on la fait changer ? Est-ce qu'on la fait changer naturellement ? Ou est-ce qu'on fausse des règles
pour encourager. Moi, je trouve ça beau. Tu nous poses une colle, là. La question C'est est une question philosophique. Hein. Je crois que tu étais philosophe. D'où on s'est tué tous, là, on n'a pas de réponse. D'accord. Il faut qu'on réfléchisse sur le sujet. Oui, il faut qu'on mûrisse quelque chose. Ouais, on va essayer En de tout mûrir. cas, l'IA. Ouais. Mûrissons. Alors, nos auditeurs pourront réagir sur Twitter. Vous pourrez nous insulter si vous n'êtes pas d'accord. Insulter surtout Oussem. Oui, mais il n'est pas sur Twitter, je pense. Vous pouvez y aller. Il y a pas Si, la- je suis sur Twitter. Ah, t'es sur mais je me Twitter cache, ouais. Ah, tu suis même pas Sohaiti. Non, mais parce que j'ai pas installé l'appli, là. D'accord, simplement- t'imagines le Donc, low-tech. vous comprenez maintenant le débat au début quand il disait ouais les méthodes c'est nul, ça J'ai marche pas dit pas. ça. Toi, tu Donc biaises, le mec t'es il a comme juste l'IA, pas quoi. de Tu Twitter biaises parce qu'il le a pas propos. installé l'appli. Ah, Donc voilà. t'es Nous, on n'est pas une IA d'accord. mal faite, en Tout plus. le monde tu se vois, biaise, c'est fantastique. Sur ce, moi je vais vous proposer de passer, Tant qu'il se biaise seulement, ça va. de passer au dossier. Le dossier. Je vous propose de passer au dossier. Externalisation. C'est quoi l'externalisation Oussem? Donc j'avais pas parlé encore du thème, on l'avait teasé un peu sur les réseaux, et une des définitions que j'avais poussées, c'était « est souvent voulu par les chefs, mais redouté par les opérationnels ». Donc là, on va parler de l'externalisation. Moi, je souhaitais en parler parce que c'est quelque chose qu'on voit déjà tous les jours. Oui. Tous les jours, surtout en IT et dans nos entreprises. Et que c'est un bel exemple de changement qui a un impact direct sur les personnes, puisque ça change notre manière de parler, de nous organiser. Donc on s'est dit, tiens, si on peut parler autre chose que de technologie, quel mouvement est intéressant? Et depuis 10 ou 15 ans, on voit qu'il y a quand même eu des mouvements de yo-yo avec l'externalisation, et je voulais qu'on en parle tous ensemble, parce que je sais qu'on a tous eu une expérience d'externalisation menée, d'externalisation subie, d'externalisation juste où on travaille en collaboratif avec les personnes. Et donc je souhaitais échanger pour notre dossier de cet épisode 3, messieurs. Et quand on parle d'externalisation, soyons bien d'accord, on parle bien de nearshore. Ah bah alors ça, non, Parce moi que- j'allais déjà définir l'externalisation. C'est avoir un service qui n'est pas dans le lieu ou dans les locaux de l'entreprise. Donc qui est géographiquement, c'est-à-dire on parle bien d'externalisation géographique, Donc pas géographique. contractuelle. Donc géographique. C'est ça. Géographique, opérationnel pour faire quelque chose. Donc tu as dit nearshore, donc c'est intéressant parce que c'est un terme qui a été Ou inventé. rural shore, ou street Parce shore. qu'avant, moi c'était de offshore. l'offshore. Moi avant, il y a 10 ans, je travaillais chez Accenture. On parlait d'offshore et on envoyait des développeurs en Inde. Et c'était même pas on les envoyait, c'était des développeurs en Inde qui faisaient du SAP. Offshore. Et au fur et à mesure, On se rapprochait. on s'est rapproché, on a dit nearshore. Alors c'est peut-être des tendances purement européennes. On a dit nearshore parce que nearshore c'est quand même Plus proche que l'offshore. c'est plus sympa. En tout cas c'est vendu comme tel. Mm. Il y a le franco-shore. Il y a le street shore. Il y a le On street parle de shore. street shore et de rural shore. C'est quoi le street shore? Alors street shore, c'est des gens qui sont en face. En face de toi, en face de ton Non mais bâtiment. ils sont en face de ta rue quoi, tu vois. D'accord. C'est pas juste mal. une boîte qui fait ça. On en a Ouais, après ouais. tout. Ouais, oui. L'intérim, ça pourrait être ça. Mm. Donc oui, j'ai entendu parler de ça. Le rural shore, j'ai pas entendu. Là, c'est Mais pareil que le c'est street pas shore. mal. C'est Ou c'est un peu du plus nearshore. en France, grosso modo. C'est ça. Donc pourquoi déjà on a Il y a le voulu, nearshore aussi. le near. Le nearshore. Alors c'est quoi ça, near? C'est juste du nearshore en France. C'est D'accord. c'est pas la Tunisie, c'est C'est ou autre le chose. Maroc ou Ouais, d'accord. C'est C'est à tout. Marseille quoi. La c'est à Pologne. Marseille, c'est à Nantes, c'est à Lille. D'accord. Ok. Je connaissais pas near. Déjà rien que pour le principe, je prendrais pas parce On est que créatif. ça a l'air un peu ridicule. On est dans un secteur très très créatif. Et, C'est que mais donc on voit déjà, alors là on rentre direct dans le truc, mais il y a cette tendance. Du coup, cette tendance c'est quoi? C'est la distance. Donc c'est une caractéristique qui fait peur, qui fait pas peur. Mais en tout cas, on voit que cette distance-là, qui a priori est fonction du coût quand même. justement, c'est que c'est proportionnel. C'est une fonction. C'est que le coût finalement est une fonction par rapport à la distance. D'où l'intérêt qui apparaît et qui continue à apparaître et qui va continuer, je pense, à apparaître
par rapport à ce mécanisme d'externalisation, on va dire géographique, parce que j'insiste sur le mot géographique, parce qu'on peut externaliser un service à une autre boîte et ça reste chez toi. Hein. Oui, mais voilà. Là on est plus dans sortir les gens de chez nous. L'IT, c'est typiquement... Alors il y a les IT, mais il y en a d'autres. Hein. Mais l'IT, c'est typiquement une activité qui peut être confiée à quelqu'un d'autre à distance. C'est plutôt un équilibre à trouver entre le coût et l'efficacité, du coup, puisque... Il y a le coût, en fait, et dans le coût, juste un point par rapport au coût, c'est que généralement, quand on parle de coût, on va regarder le coût du consultant ou le coût du projet, etc. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises et des DSI aussi intègrent le coût immobilier dans l'équation. C'est-à-dire, Jean-Didier parlait de Street Shore. L'intérêt du Street Shore, c'est que c'est pas moi qui supporte le coût de location d'un bâtiment. C'est pas moi qui ai les PC. C'est pas moi qui j'ai pas les PC, j'ai pas, etc. Ils consomment pas de papier toilette, ça c'est important. La clim, voilà. C'est ça. Mais donc, ça veut pas dire que c'est pas facturé non plus. Ça veut pas dire que c'est pas facturé, mais on gagne quand même de l'argent. Là-bas. C'est que on externalise. Il faut pas. Ce qu'il faut regarder, c'est que aujourd'hui, typiquement, si on prend une entreprise, elle va prendre un grand immeuble en fait pour tout le monde, etc. Et il y aura un petit projet qui va occuper un espace qui est assez important par rapport à l'immeuble, etc. Dans une zone géographique parisienne intéressante où le coût pour servir l'image de l'entreprise, etc. Donc c'est bien d'être à Paris. Donc ce qu'on fait, on sort le projet, on demande à un prestataire de prendre des locaux un peu plus loin, moins cher, moins équipés peut-être, moins standing, etc. Donc, moins haussmannien. Moi je parlais de l'équation entre l'efficacité et le coût parce que j'ai l'impression qu'on fait de l'offshore, on fait de moins en moins d'offshore. Ah, tu veux dire de l'externalisation très lointaine? Exactement. On fait pas de moins en moins. On fait pas de moins en moins. Je pense qu'on en fait encore. On en fait encore. Moi, quand j'entends parler de l'Inde, j'ai pas l'impression que les retours sont très positifs. Et j'ai l'impression en fait qu'on rapatrie plus ces activités-là dans. Mais on continue à en faire. Dans le bassin méditerranéen. On continue à en faire parce que là. Moins qu'il y a 10 ans. Quoi. Oui, mais par exemple, tu vois, on a beaucoup d'activités en France qui sont externalisées à Maurice. L'île Maurice, tu vois. C'est des choses comme ça. Mais en effet, peut-être que l'Inde, en tout cas la caricature de l'externalisation d'il y a 15 ans en Inde, peut-être qu'on est en train en fait, de ton point, c'est que tu es en train d'analyser par rapport à la France. Non, mais oui, c'est le pays que je connais. Oui, c'est que lui, il t'a donné la réponse. C'est qu'on continue à faire de l'offshore. Ce qu'on s'est rendu compte que l'Inde, c'était le modèle qui est proposé par les bigs, on les connaît tous. On s'est rendu compte que peut-être le modèle pour la France anglo-saxon quoi. Voilà, c'est assez anglo-saxon et du coup la différence culturelle et la différence sur le langage crée des blocages sur les projets. Du coup, on a basculé sur un offshore qui est plutôt dans des pays francophones. Où, vous allez déjà un peu vite. Donc est-ce qu'on est d'accord pour dire que globalement, a priori, c'est des histoires de gros sous. Généralement, on ne se lève pas le matin en disant je veux offshoriser. Si on a, est-ce qu'on est d'accord que si on a l'argent, il n'y a aucun intérêt, aucun ne se réveille pas comme ça. C'est pour ça que je parlais des chefs en disant en caricaturant. Généralement, il y a un run, il est cher, on va le diminuer. Il y a une vraie question aussi, je suis d'accord avec toi, c'est que le réflexe principal, c'est autour du coût, c'est que ça me permet déjà de maîtriser, de baisser mes coûts et de les réduire. Le deuxième point aussi, c'est peut-être aussi pour adresser d'autres bassins d'emploi. Aujourd'hui, on le voit tous, c'est que la place parisienne et en France, c'est que le marché de l'emploi, surtout dans l'IT et dans les nouvelles technologies, il est assez tendu. Parce qu'il n'y a pas assez de compétences. On n'a pas les compétences, les salaires sont de plus en plus hauts, etc. Donc, on ne va pas aller chercher ailleurs parce que j'ai envie de maîtriser mes coûts, mais c'est plutôt des compétences. J'ai besoin de compétences. Je ne trouve pas les gens ici, je vais aller chercher ailleurs. Et naturellement, ça va être moins cher parce que dans des pays... C'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Dans des pays tels que la Tunisie, le Maroc, les salaires, c'est pas les salaires parisiens quand on les convertit. Mais la formation est quasi identique. Et la formation... Parce qu'ils ont fait des écoles en France. Voilà. Soit ils ont fait des écoles en France, soit c'est des systèmes éducatifs qui sont... c'est très semblable. Voilà, qui est très semblable. Moi, je connais très bien la Tunisie, comme je suis entre les deux. Ce que je dis du système éducatif tunisien, c'est que l'avantage, c'est par exemple... c'est que c'est un système qui est très similaire au système français.
Si, il y a des classes prépa, il y a des écoles d'ingé. Non, la même chose. La formation. Il y a un Momo qui dit non. Juste, il dit non. Non, parce que il n'est pas là le sujet. Le sujet, non, c'est par rapport aux compétences. On parle de similarité en termes de profil et de compétences. Oui, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est que là, ce que nous vend l'externalisation, c'est de dire que ACV équivalent, 2 personnes pourront fournir le même travail. Ah non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Ah non, je suis d'accord avec toi. C'est que c'est pas ce qu'on dit en fait. On dit pas 2 personnes vont fournir le travail d'une personne. Pour moi, une personne est équivalente à une personne parce qu'on est dans un référentiel de compétences commun, universel, etc. Donc c'est juste. On parlera après des expériences parce que je sens poindre des contre-exemples. Non, le vrai problème. Là, on parle de modèle. On parle de modèle. Ouais, mais dans le modèle, moi, ce qui me gêne, et j'aimerais bien qu'on juste, je le dise et après, je te laisserai finir. C'est juste de dire à compétences équivalentes, 2 personnes qui ont quasiment le même CV, mais qui se trouvent, je sais pas, un en Inde et un en France, vont fournir exactement la même chose. Moi, je pense que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, dans les 2 CV... Mais après, on pourra en parler. Je suis plutôt d'accord. Ce que tu vois, ce que tu vois, vas-y. Parce qu'en fait, dans les 2 CV, ce qu'on a oublié, c'est une composante très importante. Quelle soft skill ? Qui est la composante humaine. C'est que ces 2 CV, peut-être que ces 2 personnes qui ont fait quasiment les mêmes projets, oui, mais ça, c'est... peut-être qu'il y en a une qui est... Mais ça, tu l'as partout. Même dans le même pays. Ça, c'est dans... Nous, ce qu'on dit, en fait, c'est que d'un point de vue... quand tu analyses le contexte, c'est que ce qu'on dit juste que d'un point de vue parcours éducatif et en termes de compétences, c'est assez similaire à la France. Non, mais théoriquement, c'est comme si tu sourçais en France. Quoi ? Théoriquement, c'est comme si tu cherchais des compétences. C'est un pays qui est francophone. Je parle de la Tunisie et du Maroc. C'est francophone, c'est des écoles d'ingénieurs. C'est une formation qui est plutôt orientée mathématiques, informatique. C'est vraiment quasi similaire à ce qu'on a aujourd'hui en France. Donc en termes de compétences en sortie d'école, on va avoir quasiment un même niveau. Après, je suis d'accord avec toi, c'est que sur le même CV, peut-être c'est pas la même personne et ils vont pas faire le même travail. Ça, on est d'accord que ce soit à Paris et que ce soit entre Paris et Tunis ou Paris et Casa. On pourra reparler après, si vous voulez, des biais ou des limites. Je pense que ce que veut dire Momo, c'est qu'il y a aussi la culture de la personne, mais la culture de la personne autour. Oui, je suis d'accord. Oui. Développer après. Oui. On pourra en parler au niveau des freins. Donc, en synthèse, pourquoi on outsource ? On outsource pour des raisons de coût et des raisons de compétences qu'on n'a pas forcément. On va aller chercher. Voilà. Selon vous, donc là on a parlé des raisons, selon vous, est-ce que tout est outsourçable ? Selon votre expérience, voilà, on parle beaucoup de développement. Pour moi, c'est non. Est-ce qu'on a d'autres activités qui sont outsourçables ? En fait, tout est outsourçable, c'est que d'un point de vue logique, tu peux tout outsourcer. Après, voilà. Est-ce que tout est bon à outsourcer ? Non. C'est que je pense... Il y a des sujets, par exemple, qui nécessitent une présence importante auprès du métier, les phases de conception, d'instruction, les projets où on est sur un cycle agile très rapide, etc. Là, c'est difficilement outsourçable. Sauf si le mec, il va faire des déplacements, etc. Machin. Après, on est sur des activités type de recettes, type de développement, type de support, type de factory, où une bonne partie du dispositif n'a pas ce contact privilégié avec le métier, avec des gens à Paris. Toutes ces activités-là peuvent être outsourcées. Moi, pour la partie dev, je ne suis pas forcément convaincu que ça peut être outsourcé. Je pense que c'est surtout les activités de support, de manière générale, qui peuvent être outsourcées facilement parce qu'elles suivent des process plus ou moins définis. Alors, et ça suit des modes-op. C'est bien que tu parles de process parce que finalement, pour moi, tout ce qui peut suivre un process est outsourçable. Or, dans l'historique ou dans l'histoire de l'outsourcing ou de l'IT, le premier truc qui est outsourcé, c'est le développement. Parce que c'est un process, c'est un cycle en V, on a un livrable, une entrée, quelqu'un qui travaille, une sortie. Pour autant, on a vu des échecs, échecs cuisants. On voit que des échecs là-dessus. Sur le sujet. Non, mais parce qu'en fait, même si tu... on voit aussi des succès. Il n'y a pas que des échecs. Tu as vu que des échecs. On parle souvent des échecs. Oui, on parle souvent des échecs. Et je connais ton parcours. Tu as vu que des échecs. Mais tu n'as pas vu... Tu as vu des succès pendant ton parcours. Oui, et j'ai vu des succès.
il y a des projets qui Moi, fonctionnent je suis pas bien. convaincu que les devs doivent être loin du métier ou de la moi, quoi. Je suis pas convaincu que les livrables suffisent pour qu'un développeur puisse développer correctement. Ça, c'est un sujet global. En fait. T'es toujours en avance. T'es oui. le gars sur LinkedIn qui critique tout de suite. Je critique pas. Ok. Je veux déjà vous recentrer, messieurs, sur l'activité. Qu'est-ce qui est outsourçable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, j'entends qu'il y a des activités qui doivent être proches d'un cœur business. Ok. Moi, je vais ajouter peut-être une activité toute bête. On ne va pas outsourcer le département strat d'une entreprise, parce que ça, c'est le cœur de métier. C'est là qu'il y a la valeur et c'est là que les décisions peuvent être prises. Mais on ne est-ce va que pas outsourcer la direction. Par contre, on va outsourcer des process qui sous-tendent les RH, la compta, le support, qui sont quand même des fonctions qu'on a depuis, qui sont processées depuis 40 ans. En fait, une fonction RH, une fonction compta. Et on va pas se mentir, en fait, c'est des fonctions sans grande valeur ajoutée aussi. Après, il est rare qu'une entreprise externalise son cœur de métier. Généralement, ton cœur de métier, ou alors elle tu a le pas gardes compris. chez toi. Ou alors elle se tue elle-même. Tu peux le faire parce qu'il y a des entreprises, par exemple Apple, si on prend l'exemple, pour produire un iPhone, elle va pas tout créer. oui, mais ils font le design de tout. Mais je veux recentrer par rapport à l'externalisation, parce que tu parlais de la strat, de la division strat. Aucune entreprise n'externalisera, même à Paris. C'est que tu vois en fait la différence. Parce c'est que même chez elle, voilà, même chez elle, même des gens physiquement sur place, elle va pas donc on n'est pas sur le sujet externalisation ou pas. J'essaie de dire qu'il y avait certaines fonctions qui étaient pas outsourçables. Voilà, justement, là tu parles d'outsourcing. C'est que, par exemple, si on parle de RH, etc., là j'ai l'impression qu'on parle de BPO, c'est-à-dire Business Process Outsourcing. Alors que nous, le débat de base, c'est l'externalisation géographique d'un cabinet de conseil qui était là, qui faisait du dev, et du coup, il va faire le fait ailleurs. Voilà. C'est juste, il faut faire attention. Les processus RH, il y a du BPO qui font très bien, qui délocalise toute la partie. Par contre, quand on dit qu'on outsource le support, ça ressemble à du BPO support. Parce qu'après tout, à part l'outillage après le support, tu vois, en fait, je pense que c'est la notion de support ou des choses comme ça qui peuvent nous induire en erreur. En effet, la partie RH ou compta n'est pas outsourçable. Mais moi, par exemple, contre, on peut contractualiser et faire du BPO. C'est pas forcément ce qu'on va étudier là. Voilà. Et quand je dis que c'est des valeurs pas ajoutées, c'est pas vraiment les valeurs, c'est pas vraiment sans valeur ajoutée. C'est juste que la boîte X n'a pas une manière de traiter le process RH ou le process compta de manière différente que la boîte Y, a priori, sauf des petits trucs côté RH, mais une compta, c'est une compta. C'est en France, voilà. Après, on peut passer, donc oui, on fera attention à ne pas parler BPO. Donc, moi, ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est il y a le dev, il y a le support, on a un peu de... on a le traitement de données, on a... La qualité autour de la donnée. Tout ce qui est qualité, on a également tout ce qui est la recette. Même la MOA ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage légère, pas forcément la conception de zéro. Il y a des activités d'AMOA qui peuvent être réalisées à distance, c'est-à-dire sur les projets qu'on a vus, on n'est pas toujours obligé d'être là. C'est-à-dire tu peux penser à un modèle où le mec est ailleurs, à Tunis, n'importe où, et quand il faut qu'il soit présent dans les locaux, il se déplace. Que ce soit à Paris, en région parisienne, il y a de plus en plus là, de projets, c'est des centres de compétences de chefs de projet AMOA qui sont plutôt délocalisés, qui ne sont pas dans le siège ou dans les locaux de l'entreprise. Après, quand il faut être présent, le mec il prend le métro, il prend l'avion, il prend le train, il prend ce qu'il veut pour aller faire sa réunion avec le métier, etc. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que... Après, comme tu as dit Oussem, et ça c'est, je pense, dans toute décision, que ce soit stratégique, opérationnelle, à prendre dans une entité, dans un pôle, dans une organisation, c'est une analyse entre le coût et la valeur. C'est-à-dire, ok, je peux tout faire, voilà, ou le coût et les risques, je peux tout faire finalement. Mais ce que je vais gagner en termes d'argent, est-ce que je ne perds pas en qualité? C'est juste ça. Mais de facto, tout est... Mais quand tu disais, genre, on peut externaliser de l'AMOA, autant le développement, moi, je le vois très bien. Mais l'AMOA, je ne vois pas vraiment comment on peut faire. Non, mais il parle de projets où tu n'as pas vraiment besoin d'être en contact du métier au jour le jour. Où tu les vois non, mais tu fais une activité chiffrage, tu as une activité atelier, tu as une activité relecture de spec, validation.
Oui, ça En dépend. tant que tel, ça peut se faire. C'est pas la conception en elle-même. Oui, non, non. La conception, on a essayé d'en faire à distance là où je travaille. On peut le faire, Même mais c'est pas tu peux forcément le faire. idéal. C'est qu'après, Ça là, dépend là, on de est ton en rate train, delivery. mais là, on est en train de regarder le résultat. C'est Mm. que je pense que la partie qui vient après, c'est comment on peut arriver à faire fonctionner ce modèle. Oui. C'est-à-dire quand on dit comme ça, on peut On faire peut la rien MOA, cacher. on a machin, on a à distance, on va se dire mais comment c'est possible, etc. Donc il faut regarder comment on est capable aujourd'hui de faire monter des gens fonctionnellement afin qu'ils puissent prendre en main des charges de conception, des charges de rédaction de spec, Ouais, d'instruction, etc. Moi, si je pose cette question, c'est juste que je me dis, pour de la conception, tu as besoin du métier qui connaît son... En gros, une charge d'AMOA, elle existe parce que le métier n'est pas informatisé. En gros, il s'y connaît pas en informatique, donc du coup, on va lui concevoir, l'aider à traduire un peu son besoin métier Et en logiciel informatique. Donc du coup, la présence du métier est quand même assez importante. Et si on dit que le métier ne s'externalise pas, ça veut dire que, en gros, l'AMOA, en tout cas la charge de conception ne pourrait jamais s'externaliser. non, c'est parce que Non, mais ce qu'il veut dire, en fait, c'est que la partie, si tu fais de l'AMOA, la partie cadrage et conception, c'est difficilement externalisable, on va dire. Parce que ça nécessite aussi une certaine proximité physique et géographique avec le métier. On va y revenir, mais par exemple, on a sûrement des conseils à donner ou des bonnes pratiques par rapport à tout ce qu'on voit. Mais un exemple, le cadrage. En effet, le cadrage, c'est compliqué à distance. Si on a des ateliers, il faut qu'on soit au paperboard avec le métier. Et même le métier, il a besoin de voir les gens. Et puis c'est normal, c'est humain tout ça. Et puis inversement, le cadreur aussi. Si on fait ça dans une organisation projet, on peut très bien faire un cadrage ensemble sur site. Et après, les étapes suivantes, l'externaliser. Il faut penser plus cycle de vie projet. voilà. Donc on a déjà évoqué ce truc-là. Donc on a évoqué pourquoi on le fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut externaliser par rapport à l'IT. Moi, je viens de penser à un truc. Oui. Les missions de conseil en strat au management. C'est que quasiment les cabinets là, de conseil en strat management, généralement, toutes les missions se font dans leurs locaux, au siège. Ils font des interviews et après ils font des interviews. Donc, ils ont besoin des métiers, c'est-à-dire des gens de l'entreprise, pour construire leur modèle d'organisation, leur stratégie, etc. Mais tout le travail est fait au sein des locaux du cabinet. Donc, il se trouve que ces cabinets-là, pour leur prestige, ils sont à Paris. Oui. Mais on peut très bien imaginer qu'ils soient à Lyon, qu'ils soient à Lille, qu'ils soient... En tout cas, ils ne sont pas chez le client. Ils ne sont pas chez le client. Pourtant, parce qu'ils sont facturés ailleurs, voilà. Ils vont ailleurs. Voilà. Donc, ils y arrivent quand même à Ils sortir du truc. Et du coup, c'est des tâches qui nécessitent une connaissance métier et sectorielle très poussée pour construire le truc. Hein? Il a raison, c'est vrai. Non, mais il a raison, c'est vrai. Sauf que c'est pas le même degré de détail, en fait. Quand non, mais j'ai jamais vu... Il a raison, j'ai jamais vu... quand on fait un schéma directeur, ou quand on fait vraiment une activité... donc, schéma directeur pour l'IT, ou de la stratégie, on voit les McKinsey, ils vont voir le responsable, ils prennent un café... Puis ils s'en vont, ils reviennent 2 mois plus tard avec l'étude. Hein. Non, mais mais moi j'ai fait un schéma directeur, on était en atelier, on passait parfois une demi-journée chez le client, mais après on repartait au siège pour regarder le truc. Donc c'est pas parce qu'on a une activité intellectuelle forte, de créativité, qu'on peut pas le faire. Voilà, au contraire, on peut. Toi, ce que tu fais aujourd'hui ici, c'est que. En l'occurrence, il fait rien. On peut outsourcer. Je pense pas que tu vas ton métier 8 heures par jour. Hein. Je pense pas que tu es assez à côté de lui. Non, c'est pas ça. C'est que je dis que pour ce genre de mission, en fait, t'es pas obligé de rentrer dans un détail plus ou moins poussé, quoi. Alors quand tu fais de la conception pure et dure dans le cadre d'une activité. Et le détail, une bonne partie du détail, tu la demandes par coup de fil, tu la demandes par Skype, par mail. Par WhatsApp, par Hangout, par ce que tu veux. On est déjà dans les solutions. On est déjà dans les solutions. Ou c'est dans les pas choses. aussi simple que ça, en fait. C'est pas aussi évident que ça. Ce qu'il dit là, et moi je prolonge, parce qu'on voit 2 choses. Là où je travaille, il y a 2 bâtiments. On est à 5 minutes à pied. D'accord ? Les gens, ils ne font pas les 5 minutes. J'ai des gens, ils ne traversent pas, ils descendent pas à l'étage en dessous. D'accord ? Donc, sachant ça, moi, à la limite, ça m'est égal. Je leur dis juste... Allez les voir. Aller parler, discuter. Alors, soit on les vire, soit on leur explique que c'est bien de descendre pour se parler. Mais tes chefs de département ou tes chefs de la DSI ou autres,
tu vois que les gens de toute façon se parlent pas ou qu'ils fonctionnent par téléphone, bah, c'est vite vu, hein, t'envoies au Maroc ou à Tunis ou ailleurs, pour ce genre de choses-là. Donc voilà, ça prolongeait ce que tu disais. Nous, est-ce qu'on a des conseils à donner justement, quel est notre retour par rapport au processus d'externalisation? Moi, j'en ai vu au moins 2, voire 3, mais le premier que j'ai fait, c'était une externalisation soft à Nantes, avec un front office, un back office, où on a mis en place, c'était avec Accenture, où j'étais avant, je peux le dire. Donc moi, j'ai vu ça, et j'ai vu des choses qui ne se passaient pas bien. Quel est votre retour par rapport à... Je pourrais décrire, mais ce n'est pas forcément le lieu en détail. Est-ce que vous avez des points d'intérêt à souligner? Comment bien mener une externalisation? En fait, quoi? Ah, tout le monde me regarde. Bon, on regarde un peu Hassan parce qu'il a l'air passionné par le sujet. Je le vis en ce moment sur pas mal de sujets. Je suis passionné, peut-être pas. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que d'un point de vue compétence, c'est intéressant. Ça peut répondre à pas mal de problématiques aujourd'hui qu'on voit sur les projets et ça a de l'intérêt. Après, à quel niveau d'intérêt on va se positionner? Le curseur, on le met où? Ça, c'est le débat et c'est ce qu'on a envie de construire au sein d'une DSI. Est-ce qu'on a envie... Moi, j'ai eu des DSI qui te disent « je sacrifie la qualité pour les coûts ». C'est-à-dire, on casse les tarifs et je m'en fous de la qualité. Et ça, c'était une trajectoire d'une DSI qui est fixée, ça, c'est le grand chef voilà, qui dit, et les opérationnels qui exécutent, qui font le truc. Et du coup, face à ça, tu dis « je dois être proche du métier, je dois machin, etc. » C'est beau et ça a de la valeur et ça a du sens. Mais... Non, ça a du sens. Mais face à ça, tu dis, ok, quel est mon choix? Je suis prêt à perdre 10% en termes de valeur sur mon projet pour gagner les 30% de réduction budgétaire. Donc à un certain moment, tu sacrifies une partie de ta valeur. Hein. C'est pas grave. Au lieu de faire 80% du travail, je vais le faire 60% et les 20%, je vais les rattraper ici à Paris. Ça me coûtera toujours moins cher que de faire tout à Paris. C'est ça, en fait, Non, mais je comprends cet argument-là, même si j'adhère pas, mais enfin, dans ce cas-là, ça... Mais c'est la loi de l'entreprise. Oui, pour le coup, nous, on est dans l'opposition, de toute façon. D'accord. Après, comment externaliser ou comment bien le faire, en fait? Bien le faire, je pense que quand même, il faut pas le faire à tout va et en faisant un Big Bang et en disant, voilà, je vais externaliser tout. C'est intéressant, en fait, d'analyser aussi ce qu'on a envie d'externaliser. C'est pour ça, en fait, il y a 3 critères principaux qu'on regarde en fait quand on va. C'est la maturité au niveau des applications, c'est-à-dire est-ce que l'application qu'on va externaliser. On peut remplacer application par processus ou par manière d'activité, voilà. Parce que tout n'est en fait, pas. On va dire que c'est la maturité, la criticité et la nature de l'intervention, grosso modo. C'est ça qu'on va regarder, qu'on va essayer d'analyser et de juger après pour dire. Est-ce qu'on go no go? Donc la maturité, que ce soit d'un process ou d'une application, c'est-à-dire est-ce qu'on la maîtrise? Est-ce qu'on connaît son périmètre fonctionnel, opérationnel? Est-ce qu'elle est bien documentée ou pas? Est-ce qu'il y a des acteurs qui portent la connaissance et qui peuvent relayer cette connaissance et la transférer? C'est-à-dire si on prend une application qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas et il n'y a personne pour essayer de relayer ou faire monter les gens en compétences, ça ne sert à rien. Il vaut mieux la garder ici, etc. Oui. Au niveau de la criticité, et là, on retrouve cette logique de proximité. C'est que parfois, il y a des applications, surtout dans le secteur financier ou même dans le gaz, qui sont critiques pour le métier de l'entreprise. Et du coup, il vaut mieux parfois les garder près de nous. Pourquoi les garder près de nous? Dans ce cas-là, est-ce que les responsables ne prennent pas la décision justement de ne pas aller voir les gens pour externaliser? Ils ont déjà décidé de ne pas externaliser. Est-ce que ça s'est déjà vu des gens qui disent on aimerait bien externaliser et puis la boîte, le prestataire dit non, c'est trop critique, on ne comprend pas. Moi je l'ai proposé. Des gens sur des applications où on gère des urgences d'intervention ou sur des applications sur de la finance qui sont assez critiques, on dit non. Tu dis non parce que tu as peur contractuellement? Non, je dis non parce que c'est pour lui. Parce que le mec, en fait, quand il y a un incident ou quand il y a un problème, t'es pas là pour appeler au téléphone, tu as besoin là réellement pour voir la personne, pour que vous soyez réunis au sein d'une salle. T'as pas de temps à perdre à gérer une conf call qui ne marche pas, à gérer un son qui n'est pas clair, à gérer un mec qui a un décalage d'horaire, etc. Donc tu es obligé. Après, il y a des processus pour maîtriser, mais il vaut mieux
Moi, mon conseil, c'est quand c'est critique, etc., il vaut mieux la garder près de soi, au chaud, et on voit les mecs, et on sait où les trouver, on sait comment les activer. Peut-être que toi, tu l'as dit, mais ça ne veut pas dire que si jamais tu vas voir un autre prestataire, tu lui dis, moi, je veux externaliser cette activité, même si elle est critique, t'es pas à l'abri qu'un prestataire dise oui quand même. Alors là, on est dans la version les questions à se poser, on est des bisounours. Ouais, mais moi je pose des questions parce qu'on veut faire notre travail correctement. Non, mais moi je dis ce que je pense et ce que moi je pitch. Après, ce que font les autres, c'est. Et après, toi, tu pitches, toi. Et après, c'est au client de choisir. Il pitch, il a dit. Toi, il faut que tu pitches sur LinkedIn. Pourquoi ? Mais il écrit sur LinkedIn, je pense. Il faut que tu pitches. D'accord, donc on était à 1 maturité, 2 criticité. Après, on peut faire le choix aussi. Non, il n'y avait pas un 3 après ? Il y a un 3 qui était la nature des interventions. D'accord. Après, juste un dernier point sur la criticité. Après, on peut faire le choix, on dit, ok, je veux la délocaliser quand même. Et là, en fait, le calcul à faire, c'est quand j'ai une crise et je ne sais pas la gérer, le temps que je vais perdre, indépendamment du contrat, je ne regarde pas le contrat Presta-client, je regarde l'impact côté entreprise. Le SLA activité, quoi. Voilà, le SLA activité. Est-ce que le fait de supporter ces risques-là opérationnels liés à la délocalisation me permettent de couvrir la perte que je vais générer sur mon activité ? Si oui, si le mec son front trading côté Société Générale ou BNP, il ne marche pas, il ne peut plus rien faire, est-ce que le temps d'indispo, qui est 2 heures, 3 heures, est couvert par la réduction des coûts qu'il a assuré en délocalisation ? Ok, ça c'est pour la partie entre guillemets. Et le type d'intervention. Après, on en a parlé sur les types d'intervention. D'accord, donc là c'est quoi ? C'est bien cadrer l'activité ? C'est qu'est-ce qu'on demande à la personne ? Qu'est-ce qu'on demande à la personne ? Qu'est-ce qu'on est capable de délocaliser ? Donc ça rejoint les process, la maturité, etc. Voilà, c'est ce qu'on a dit, par exemple, sur la conception. Est-ce qu'on a envie vraiment que la conception soit délocalisée ? Sur des projets agiles où on est très rapide, où on est très proche. Là, pour le coup, le métier est vraiment très présent au quotidien et on est dans une salle tous ensemble, etc. Est-ce que ça a du sens ou pas ? Quand j'en ai tous ensemble. Voilà. D'accord. Après, tout ce qui est classique, la partie run, projet, ça, c'est un débat aussi qui se crée. Est-ce que je délocalise la partie projet ou non ? La partie run, généralement, c'est celle qu'on délocalise le plus souvent, en premier. Le support, dev, conduite applicative, etc. D'accord. Est-ce qu'on a une organisation à poser particulière ? Est-ce qu'il y a des orgas qui fonctionnent mieux que d'autres ? Les plus classiques, c'est les qui fonctionnent mieux que d'autres. Ça dépend de ce dont on a besoin. C'est-à-dire, généralement, on est sur un modèle front-back. Ok, c'est-à-dire une partie au front office, c'est-à-dire localiser ou comment dire, localiser soit chez le client, soit vraiment à proximité. En fait, il y a un modèle front-back. Le front, il peut être soit chez le client, et le back, il est à distance, soit en street, soit en near, soit en off. Ou bien on peut être sur un modèle de front qui, lui, est en street shore, c'est-à-dire qui est pas loin du client, et un back office qui est un peu plus loin, donc qui est plutôt en nearshore, en off ou en région en France. D'accord. Et la répartition, elle dépend après de ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai vu des clients qui nous ont dit « je ne veux pas de front ». Je veux 100% back-office. C'était sur un centre de service de développement. Sur plusieurs technos et sur un portefeuille. C'est intéressant de s'intéresser à ça, parce que s'arrêter sur ce point-là. Parce que un des reproches qu'on peut faire dans ces organisations, et il peut y avoir des organisations de dingue, parce qu'il peut aussi y avoir des middle back, avec plusieurs intégrateurs. Genre, on travaille avec des gens à Lille, au Maroc, et on est censé monter une sauce avec tout ça. La sauce étant souvent un projet ou une application, c'est quand même compliqué. Et on a quand même si on ne le voit pas forcément dans les coûts, mais tout est dans les coûts à un moment donné, c'est un millefeuille de management, toute gestion de projet. C'est ça. Et c'est pour ça que je posais la question, c'était pour rebondir là-dessus avec front-back. On part du principe que le client parle au front qui parle au back, et que si le front il n'est pas à côté du client, il peut y avoir une perte d'infos. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas on voit on a certains exemples en tête actuellement où finalement
l'équipe à l'externe, externalisée, c'est qu'une partie de l'équipe actuelle, C'est mais ça. qui est à l'étranger. Il n'y a pas de front, il n'y a pas de back. Il n'y a pas de front, il n'y a pas de back. Donc Mais est-ce là, que on c'est est ce sur un modèle-là modèle. qu'on doit pousser ou est-ce que En fait, ça dépend. C'est que pourquoi là, on devrait rajouter du double management en fait? C'est parce ça que j'arrive pas à parfois, voir. en fait, soit les clients, ils veulent qu'il y ait des gens en face, et c'est plutôt, si on parle des activités de dev, c'est des référents applicatifs ou des référents D'accord. fonctionnels Ok. qui assurent cette proximité. Nous aussi, on l'a poussé. Hein. Je parlais de Mhm. l'exemple là où le client il nous a demandé de faire de 100% back-office. Nous, on était partisans de faire non, on a besoin d'avoir un peu de front. Que ce soit en termes de présence, c'est-à-dire en termes de charge, ou bien en termes de... à la base, c'était en termes de présence de TP, après on l'a transformé en charge de présence. Parce que on se disait, voilà, il y a certaines applications, on a envie d'être avec le métier, de les écouter, de les voir, et la proximité est très importante. Et finalement, cette proximité, elle est juste transmise au back en fait. Elle est transmise, voilà. Le back la voit Mhm. pas, même si on peut le lui faire voir Oui. par des modalités de déplacement, etc. Sur les modèles back-office, en full back-office, ce que je préconise, c'est plutôt en fait, ça peut marcher, comme tu as dit, il y a des modèles où c'est une extension de l'équipe, mais à condition de garder une certaine notion de proximité avec les gens. Et ça, en fait, c'est très important pour créer la fluidité du fonctionnement et pour pouvoir assurer cette extension. Et cette proximité commence c'est avec des présences assez régulières à Paris. Donc, tous les trimestres, tous les semestres, etc. Donc, moi, j'ai un projet aujourd'hui. Tu dis non, Momo, mais il y a un projet qui marche et qui marche très bien, que ce soit côté là où je travaille et que ce soit côté client. Et on sent en fait réellement que l'équipe n'est pas, qui est juste entre deux sites différents à quelques pas de rue. Il y a une osmose. Il y a une vraie osmose. Parce qu'on a mis en place des outils aussi, là on va parler des outils de communication. On qui va parler facilitent des outils qui ne marchent pas, vas-y, Voilà, on va en parler. qui facilitent, des Slack, des WhatsApp, des... Mais parce que tu as bien choisi les personnes aussi. Il y a aussi le côté humain. oui, bah c'est non, le mais staffing. Oui, staffing non, est non, plus ça, c'est la important. qualité. Non, Ah, il est là le vrai truc. Parce C'est que ça. depuis non, tout à l'heure, on peut pas est en train réduire de- le truc. on Non, est en- je suis pas, Mais non, je suis pas mais On d'accord. est en train de parler suis pas du d'accord. truc sur le papier, je suis complètement d'accord. Parce que sur le papier, tout ce que tu me dis, c'est excellent, ça marche très bien. Ça marche sur Mais c'est pas sur le ce que non, tu me dis, je suis je l'applique, non. ça marche. Sauf que si tu rajoutes la composante humaine dans tout ça, la composante culturelle dans tout ça, parce que ce qui marche aujourd'hui dans tes expériences, c'est que vous avez choisi un shore où vous connaissez à peu près la population là-bas. Mais si tu Non, prends... là par tu es en train de exemple- prendre des hypothèses que j'ai pas dites. Ouais, mais si tu prends... non, mais... si tu prends un offshore avec une population complètement différente, avec une culture complètement différente, avec Oui, des Momo, mœurs mais ce que tu complètement dis, différentes, en fait, mais là je ce que pense tu dis, oui, là tu te retrouves avec un travail de fond au Mais ça, on a- démarrage, avant d'arriver au résultat là, de dire qu'on a réussi au moins à Alors, offshoriser. mais on a traité le de sujet. Je suis d'accord traiter avec ce que tu le dis. vrai truc Ouais, mais- culturel de dire, voilà, au moins on les comprend. Quand on se parle, bah, ils nous comprennent, ils savent là c'est urgent, Oui, Momo. là c'est pas urgent. Là, Oui, mais ce que le je te même dis, jargon, ce que je quoi. te dis, c'est que le sujet de la culture, on l'a traité au début, on était tous d'accord sur l'aspect culturel et la proximité culturelle, etc. Et dans la proximité, je mets la Mais c'est culture un aussi. facteur clé de succès. Mais On casser son Non. micro. j'allais le taper. Non, je suis d'accord, c'est un facteur clé de succès. Je Je suis te dis, dans encore la vivant. proximité, je mets la proximité culturelle, la proximité humaine, etc. Non, mais Et Non. juste, je finis, je réponds à Momo. Toi, ce que tu dis, si je change les gens et si je prends machin, il y a trop de si pour qu'on puisse aussi Parce que je machin. l'ai vécu. Moi, Alors, moi, juste je 2 l'ai secondes, je vécu. peux peut-être vous mettre d'accord. En fait, là, ce qu'on a décrit, on parlera de l'aspect culturel qui est essentiel. Là, ce qu'on a décrit, c'était une mise en place, maturité, etc. Un point qu'on n'a pas dit, qu'il faut peut-être qu'on dise, c'est qu'il y a aussi, de la même manière qu'on a un staffing quand on prend des consultants, bah, il y a la gestion du staffing oui. quand on outsource. On ne prend pas des gens au pif. non, mais c'est Ouais, pas mais ça. ça, c'est- Et on la les complémentarité entre les Et on les équipes sur sélectionne. place et l'équipe en... Et on prend Mais les... ça va de Au-delà de ça, c'est mais même ça pas va une de question soi. de sélection. Mm. C'est une question de pouvoir se comprendre avec l'autre. Moi l'expérience que j'ai vécue exactement. Mais c'était avec Et là, qui je te dis, C'est avec qui C'est en Inde. Ah. avec Oui, mais on a ancienne traité, on est d'accord boîte sur de le conseil. Et je principe, te dis, Momo.
Je te dis, Oui, oui, mais je te donne Mais un il te exemple dit juste que c'est un simple, facteur clé en fait. Ah, c'est un- C'est oui. avant tout le reste. Je te donne un Je suis exemple d'accord. simple. On fait une spec où on dit on veut faire de la pagination. Alors pour toi, la pagination, tu vois très bien ce que c'est. C'est une page, on va changer de page et chaque fois, on aura des petits numéros en bas pour dire c'est quoi le numéro de page. Sauf que on n'a pas précisé dans cette spec, hein, excusez-nous, mais pour nous, la pagination était tellement genre facile à comprendre et facile intelligible qu'on ne devait pas écrire plus sur le sujet. On s'est retrouvé à la livraison avec des pages de 1 à 6690 alignées une à côté de l'autre. Là, il y a quand même un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une question de... Alors, sur le CV, je peux te le montrer, le CV. Oui. Tu vas me dire, cette personne-là, elle a les compétences. J'ai compris ton point. Mais J'ai compris je pense ton que point. culturellement, J'ai on n'a compris. pas bien expliqué J'ai- à cette personne comment il fallait faire la Je pense chose. qu'on a tous compris le point, Ouais. mais la question de Jean Didier, c'était quel mode de fonctionnement on peut mettre en place pour favoriser le succès du fonctionnement. La question de la culture, on a abordé le sujet et il faut avoir une certaine proximité culturelle. Modulo, ce qu'on a envie de construire. L'Inde, pour toi, ça ne marche pas personnellement. Peut-être pour le client, ça marchait. Il y a des projets en Inde, ça marche. Il y a des projets que ça ne marche pas. Mais ça dépend, qu'est-ce qu'on a envie de construire. C'est la question de Oussem tout à l'heure, coût versus valeur. C'est-à-dire, pour toi, c'est dérangeant d'avoir cette PEC-là. Pour le grand chef, non, c'est OK. Après, son voilà. exemple, il est un peu bizarre. Hein. Ouais. Enfin, c'est C'est quand même que- problématique. Ouais. Mais ça montre Mais- bien que dans les process de com, etc., à un moment donné, le dev qui fait ça, Et juste, à je un moment donné, reviens. il y a eu Il y a une perte une d'infos, info quoi. où il y a, à un moment donné, il y a eu un couac. Et juste, je reviens sur le sujet de staffing, etc. Parce que Jean Didier, Oussem et moi, c'est qu'on connaît un peu de quoi le sujet sur lequel on est en train de parler parce qu'on échange assez souvent sur ce qu'on fait, nos expériences, etc. La question du staffing, c'est que là, il y a deux projets. Et deux projets, ce qui est marrant, c'est que deux profils humains complètement différents. Il y a deux équipes qui sont en nearshore, à Tunis. Et c'est deux profils humains qui sont complètement différents. Que ce soit en part des team leaders, des consultants, etc. Et les deux, on arrive à les faire fonctionner avec Paris, qui sont full en back, qui sont full back office. Et ça marche. Et que ce soit les clients, les deux clients sont super contents. Pourquoi? Parce qu'au-delà du caractère personnel, les gens sont cool, sont sympas, et je sais de qui tu parles, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce que tu essayes d'impulser, de mettre en place. Ça ne sera pas la même ambiance sur les deux projets. Ça, on est d'accord. Mais le fonctionnement et le résultat est là dans les deux projets. Non, mais toi, tu parles d'un exemple où c'est juste une extension de l'équipe en place qui a été mise en place. Et en fait, il ne faut pas que tu oublies l'adhésion de l'équipe en place qui est essentielle pour Non, l'externalisation. les deux fonctionnent. Non, Les mais- deux, c'est non, mais d'accord. un est un centre de service, Oui. grosso modo, c'est Ouais. une TRA, et l'autre, c'est une AMOA délocalisée. On a sorti le mot délocalisé. Voilà. C'est une AMOA Non, mais délocalisée. moi, je parlerais d'extension d'équipe. Oui, Oui, en place, comme, un est une extension, Mais sur le l'autre papier, est c'est un une centre de service. externalisation. Oui, Et sur les le deux, papier, c'est une de externalisation. l'externalisation. On dit juste pour pas choquer les gens. Oui, Voilà. Très bien. Mais elle vois. marche bien parce qu'aussi, il y a une adhésion des deux équipes. Ah, en fait. mais oui, Et ça, forte on est d'adhésion d'accord. au projet. Mais ça, bien comment sûr. tu l'as Il est garanti? là, Est-ce qu'elle est venue toute seule, l'adhésion? C'est-à-dire, Non, bien sûr, tu l'as impulsé, mais surtout que tu as bien choisi en amont, même Mais si au-delà des- culturellement les gens sont proches, tu il as est choisi là. des personnes. on inverse les qui sont deux équipes, compatibles. on inverse les deux équipes et ça marcherait. On D'accord. inverse. Mais Je c'est t'ai ce que dit, dis, en c'est deux fait. profils C'est- humains. Bah alors, C'est ce que je dis. est-ce qu'on n'a Mais pas c'est- alors un. Mais ce que je te dis, en- c'est pas ce que je dis. Parce que toi, tu dis que, ça marche parce que les gens, humainement, qu'on a choisi, on s'est rendu compte qu'ils collent bien avec ce qu'il y a à Paris. Oui. Moi, alors ce que je te c'est pas dis, ça, non, pour c'est moi, pas c'est pas ça. un hasard en fait. C'est pas. C'est pas le hasard. C'est pas C'est ça que- tombe bien. c'est pas Non, ça mais tombe j'ai pas bien. dit ça tombe bien. J'ai dit que le staffing a été fait en sorte Mais que non, plus ou moins. non, le staffing, non. Moi, je te dis sur le staffing de ce projet dont tu te parles, Ouais. et parce que, Moi, je te allez, dis on ouvre que une tu parenthèse, dis on a que- bossé, Oussem et On a moi, bossé sur ce ensemble projet. sur ça. Ni toi ni moi, on a choisi les gens. C'est vrai. Et les gens étaient là. Oui. Voilà. Donc, ne me dis pas qu'on a choisi les gens en fonction du Ouais, staffing. mais on les a bien suivis au départ. On a fait en sorte. qu'on a Ah, remonté les voilà. ça, Donc ça, là, oui, donc là, d'accord. on parle Là, on de est dans l'étape process, suivante. de Bien. méthode, C'est même pas d'approche. de process, c'est de la méthode. là. C'est de la méthode. l'approche plutôt. Merci. C'est de Donc c'est ce qu'on l'approche. essaie C'est pas de la méthode, d'expliquer. c'est de la- pas de Ce la qu'on méthode. essaie d'expliquer pour C'est ce- réussir. c'est Donc, ce il y a qu'on la essaie mise en d'expliquer. place, Très bien, on est d'accord. Il y a le cadrage, etc. Ce que je comprends des interventions de Momo, elles sont très justes. Hein. Oui. Mais du coup, est-ce que Comme ça veut dire toujours. que dans les critères, il faut parler la même langue déjà? C'est ça le critère? On peut pas outsourcer en anglais?
Parce qu'il y a la barrière de la langue. Si tu as envie d'expliquer un truc, ce serait bien que tu parles la langue. Bah non, mais il y a 15 ans, c'était pas naturel. On allait tous en Inde. Pour autant, on parlait pas. On était tous à parler. Il y a eu une expérience. Il y a eu une expérience. On a mis des traducteurs entre les deux. Oui, c'est nul. Voilà. C'est comme le middle management. Voilà. Et là, on casse la proximité. Du coup, ce que dit Momo avec la pagination. Je pense que si tu avais un dev à côté de toi, s'il avait fait ça ou si tu l'avais vu faire, tu l'aurais mis une claque. Là, tu peux pas parce que soit tu as eu un problème de communication avec le dev qui t'a pas rendu compte, soit vous n'êtes pas compris. C'est un problème en fait le processus, le process. On enlève la partie compétence. On va partir du principe que c'est un bon dev. Ouais. Genre, tu lui dis il fait bleu, il fait bleu. Et juste à un moment donné, il a compris rouge. Pour moi, la stratégie gagnante dans ce que vous avez vu, c'est le fait d'avoir des gens qui connaissent la culture sur place. Si tu fais de ton front avec des gens qui connaissent la culture, qui soient des Indiens qui parlent français. Donc c'est un management ou un front en bac. C'est ça. Genre tu l'appelles, tu dis non mais va voir machin, il a rien compris. Il a pas compris, en fait. D'accord, c'est comme ça. C'est notre manière de faire. Mais moi je trouve ça ça c'est l'élément très réducteur. C'est très réducteur parce que ça, tu l'as sur tous les projets. Du coup, un manager qui ne connaît pas ces gens et qui ne sait pas parler sur ces gens à Paris, il ne réussira pas son projet. Ça, c'est un facteur clé de succès sur tous les projets. Un manager parisien, il va essayer de manager. Il va regarder des KPI à la française, alors que à Tunis, au Maroc, en Inde, tu manages les gens à la marocaine, à l'indienne, à la tunisienne. Je suis pas d'accord. Et moi, je suis pas d'accord. Je le vis. Je suis entre Tunis et Paris. Et je te dis, c'est vrai quand tu rentres à Tunis. Sinon, c'est le même pays dans ce cas. Moi, dans ce cas-là, c'est pas que c'est le même pays. Tu essaies de construire un cadre qui permet aux gens de fonctionner et de se détacher par rapport à. Ce qui serait pas mal, ça serait de prendre un peu de recul par rapport au cas de Tunis qu'on connaît. On pourrait citer des exemples à Casa, Maroc, où a priori on peut supposer que la culture est assez similaire. En tout cas, le gap, en théorie, entre Tunis, France et Casa, France, on peut dire que c'est à peu près identique, après, a priori. Pour autant, toi, tu avais des expériences un peu compliquées, ou un peu étranges, et moi aussi. Donc, et moi, je relie ça 100% au gap culturel, parce que je me dis, et après, il faut l'admettre, ce que j'aime pas dans ton discours, c'est de dire, il n'existe pas. J'ai pas dit qu'il n'existe pas. Si tu pars de ce principe, tu me dis non, mais ça n'existe pas. Et en fait, le management en France. Momo, ne me fais pas dire des choses que j'ai pas dites. Depuis tout à l'heure, tu me fais dire des choses que j'ai pas dites. J'ai pas dit ça n'existe pas. Du principe qu'il existe. On va dire que. Toi, tu parles des subtilités de management entre les différents pays. Bah voilà. Mais en fait, je suis d'accord. Mais on est d'accord sur le truc. Je t'ai pas dit non. Je t'ai dit, je suis d'accord avec toi. Depuis tout à l'heure, je te dis, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je te dis, et j'ai pas jamais dit, ça n'existe pas. J'ai jamais dit que la culture, elle sert à rien, etc. Ce que je dis, et je le vis. La culture est très déterminante dans ce processus-là. Oui, mais d'accord. Mais tu sais très bien. Comme on est dans la partie où on essaie de donner des précos. C'est un peu difficile de dire ayez la culture. Moi, ce que je veux juste dire par rapport à Tunis, c'est un peu rigolo. Moi, je me demande si finalement Tunis, c'est pas juste des Français qu'on a mis à Tunis en fait. Non. Parce que quand même, ils sont. Je vais vous donner mon règle. Ça s'est tellement passé parce que je l'ai vécu moi aussi. Ça s'est passé relativement sans couture, de manière assez fluide. Non, pas du tout. Pas du tout. Le management est différent, vraiment différent. Il y a des subtilités. C'est pour ça que je te dis. Il y en a qui ont bossé 5 ans. Il est d'accord là-dessus. Ce que je veux dire pas, c'est qu'il y en a qui ont bossé 5 ans en France. Oui, d'accord. Qui en a un sur 4. Ou 1 sur 5. Non, mais la façon d'appréhender les sujets, d'aborder les sujets avec eux n'est pas la même avec des consultants en France. T'en as 1 sur 10. Donc on est d'accord sur ce principe-là. Par contre, là où ce que je te dis, il y a un gap culturel qui est énorme. Aujourd'hui, moi dans mon travail, je suis entre Paris et Tunis. Moitié de la semaine à Paris, moitié de la semaine à Tunis. Donc pour qu'on soit clair. Et ça, depuis il y a déjà 6-9 mois. Ok ? Donc moi, j'ai fait tous mes études en France, j'ai travaillé en France, et là, depuis peu, du coup, je suis rentré à Tunis, entre les deux. Il y a un putain de gap culturel, c'est-à-dire, en fait, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas le même travail, etc. Par contre, ce que je dis, on ne peut pas accepter ce gap culturel comme un constat sans rien faire. Il faut mettre en place les méthodes et les outils et le cadre pour essayer de les redresser. Parce que je pars d'une conviction où je me dis, les gens... Ok, culturellement, on sait
culturellement, ça ne veut pas dire qu'ils sont nés comme ça. C'est que c'est l'environnement social dans lequel ils ont évolué, l'école, le travail, et puis leur management local aussi, qui est très défaillant. Il y a un management en Tunisie qui est vraiment défaillant. Non, même pas ça. Tout simplement, leur chef, c'est pas le chef qui est à distance, c'est le chef qui est à côté. Et du coup, ils leur apprennent pas les bonnes choses, ils les encadrent pas, ils les suivent pas, etc. Et du coup, moi, ce que je dis, face à ça, comment il faut mettre en place des méthodes et des outils pour leur donner un cadre de travail qui peut coller avec ce qu'on connaît en France. Avec les États-Unis, ça sera peut-être un autre modèle à mettre en place. Je le connais pas. Ce que j'essaie par rapport à Paris, d'essayer de construire ce truc-là. Parfois, ça marche. Il y a des difficultés. C'est vraiment difficile parce que les gens, tu les prends vraiment à contresens par rapport à ce que voilà. Mais il faut savoir les verrouiller, mettre leur place. Quel est notre préco? Par exemple, quand on dit, est-ce qu'on a des grilles pour dire par rapport à la France, on a X delta par rapport à l'Italie, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Inde. Donc il faut Une fois qu'on dit qu'il y a des différences culturelles, et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire en général, essayer de travailler avec un Allemand, c'est compliqué. C'est le middle management. D'accord. C'est quoi du coup? Parce que Momo, toi, ce que tu proposes juste, c'est de mixer les gens, en gros. C'est de mettre des gens de l'autre culture. Oui, toi, t'envoies des pères fouettards là-bas. Ouais. Bah oui, mais... Non, c'est même pas ça. C'est de dire, en gros, je vais travailler avec la Tunisie, je prends l'exemple, ou le Maroc. Donc du coup, je vais prendre des Marocains qui vont venir chez moi en France et des Français qui vont partir au Maroc. Là, pour moi, si tu fais ça, tu garantis à 100%, puisque en fait, ces Marocains-là vont voir comment toi tu travailles, donc ils vont pouvoir transmettre à ceux qui sont là-bas les bonnes idées. Donc et ça rejoint ce que disait Hassan au début, à un moment donné, c'est mixer les équipes. Le fait de tous les 3 mois pour que les gens se parlent, se connaissent. Dans vos expériences, dans ce que j'ai vu, ce qui a fait que ça marchait, c'est que vous avez pu faire cette chose-là. C'est ça. Et généralement, quand on parle à l'externalisation, c'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, en Inde, non, on n'envoie pas les gens en Inde. On les laisse en Inde, c'est normal. Et nous, on y allait quand même. On y allait quand même en Inde. C'est pas ça, hein. Sur mon expérience. Oui, mais t'as pas quelqu'un sur place. Mais t'as pas quelqu'un sur place. Donc du coup, tout ce qui a fait le succès de ce que vous dites, c'est le fait d'avoir cette double des gens qui sont venus ici. Des gens qui circulent. Des gens qui circulent. Du coup, l'information circule. Du coup, tes problèmes, du coup les réflexes, les habitudes, les réflexes, tes problèmes à toi, ils sont propagés là-bas d'une bonne manière et leurs problèmes à eux sont propagés ici de la bonne manière. Donc on est d'accord que là on est bien. C'est un sujet de management là. Ouais, management et en fonction de la proximité. La proximité. Parce que si jamais on outsource, si on passe de Tunis à l'île Maurice, au hasard, je prends un truc loin francophone. Jamais on aura des gens qui circuleront. Ça n'existe pas parce que c'est une aberration financière. La question principale, c'est pas de dire le sujet, c'est ça, le management. Non, je suis c'est très vaste. C'est comment garantir ce truc. Comment le faire fonctionner. Un management efficace qui fait son travail pour de vrai. Ça veut rien dire pour moi. Si, ça veut dire c'est un titre d'un bouquin, un management efficace pour garantir. Mais comment tu fais ce management efficace? Quels sont les moyens? Ça me fait plaisir que tu le dises. Pour une fois, ça me fait vraiment plaisir. Mais non, c'est. Oui, non. Mais quels sont les moyens que tu mets en place pour du concret? Donc là, faire circuler les gens, c'est un exemple. D'accord. Ça, c'est pas de consultant. Non, pas du tout. Ça, c'est ton discours d'habitude. Donc, j'emprunte tes mots là. Moi, pour moi, un management efficace, c'est un management qui est proche des consultants, qui sait sur quoi ils travaillent, qui les suit, qui redresse quand il faut, qui remercie quand il doit le faire, etc. Comment tu le fais? Vas-y, développe. Là, j'ai pas développé. Là, c'est pas assez développé pour toi. Oui, mais tu décris le management en général, c'est pas externalisation. Justement, je décris le management en général, mais c'est pas le management qu'on voit souvent. Je me suis rendu compte, par exemple, typiquement, des choses qui peuvent pour nous paraître naturelles. Ok, faire des points avec l'équipe, des réunions d'équipe, faire des points individuels toutes les semaines avec les personnes, faire des daily sur les activités. Un peu, mais faire des daily, il y a des politiques, faire des daily tous les jours sur les activités. Écouter la personne, lui ouvrir la porte pour que la personne, le consultant, s'exprime et dise ce qu'il pense, il dit ce qui va pas, il dit ce qu'il sent, etc. Tout ça, ça n'existe pas souvent. Oui, je suis d'accord, c'est pour ça que je te parlais. Et du coup, il faudra mettre en place. Moi, je l'ai vu, pas que sur les projets, mais d'autres projets le font très bien, etc. Et il y en a d'autres qui le font moins. Mais c'est ça qu'il faut mettre en place, c'est ça qu'il faut dire. Donc voilà. C'est un manager qui fait son taf en fait, c'est tout. Oui, non, mais je pense qu'il faut un peu plus d'exemples. Mais du coup, on avait les prérequis là, on avait du coup finalement la distance. C'est du management général.
Oui. C'est juste que... Oui, parce que ce qu'on dit, c'est que les gens qui travaillent en outsourcing, c'est ni plus ni moins que des gens qui travaillent. Ouais. Comme les gens locaux, en fait. Et le problème tout simplement. d'outsourcing, c'est un problème qui est localisé au niveau des pays aussi. C'est que c'est des pays, en fait, généralement, on crée un centre nearshore, généralement, parce qu'on a vu que ça marchait, et du coup, ça permettait de générer de l'argent, etc. Et du coup, je suis désolé pour le terme, mais ça crée des usines. Voilà, c'est du... Voilà, je mets des gens, ils bossent, sans rien, machin. Plus tu as un centre qui est processé, plus tu... Et du coup, je perds tout le côté humain qu'on a ici à Paris, ou en France généralement, sur l'encadrement et le management. D'accord, ok. Donc, en résumé, on avait la proximité. Processé. Ouais, on avait process, proximité. Le fait de faire circuler les gens associés. D'identifier des interlocuteurs clés. Des interlocuteurs clés. Il y avait l'outillage aussi. Vas-y, Momo, tu avais un truc à dire. Formation, s'il vous plaît. La formation de quoi, alors, du coup? Surtout sur le contexte technologique. Dans l'exemple, on part du principe que les gens sont plutôt compétents de base. Mais sur le contexte technologique, donc l'application. par exemple, une application où je prends même un exemple d'une application qui est faite sur une technologie assez nouvelle, sur ce type-là. La meilleure du marché, sûrement. La meilleure du marché, bien sûr. Sur ce type-là d'activité, on ne peut pas offshoriser comme ça. Il faut absolument garantir les échéances de formation, de renouvellement de formation, parce que les gens font les formations, ils les font, oui, ils sont formés, mais après, ils ne vont pas forcément s'intéresser. On n'a pas forcément le regard sur les personnes qui sont à distance. C'est bien de le dire. Maintenant, tous les centres de services, j'ai l'impression qu'ils ont tous des certifications. J'ai l'impression qu'ils sont plus compétents que les gens à Paris. Ils sont tous certifiés. Ouais. Pour autant, comment ils font alors ces gens? Il y en a qui ils achètent un papier? Non, pas du tout. Est-ce que toi tu parles de formation sur une technologie, sur le contexte sur projet tu peux en parler. Contexte projet, franchement, la formation, tu peux prendre tout ce que tu veux parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va déléguer et on va partir, on va dire c'est là-bas maintenant, c'est eux qui gèrent et puis c'est fini. Et si on ne suit pas ce point-là de dire est-ce qu'ils sont à jour sur telle ou telle chose, est-ce que maintenant, par exemple, imaginons on a mis à jour un SI et maintenant c'est plus la même manière de s'y connecter, est-ce qu'ils sont à jour sur la chose ou pas? Parce que eux, ils feront pas ça naturellement. C'est parce qu'ils sont très loin du contexte du jour le jour qui se passe dans l'entreprise. Donc du coup, ils le font pas naturellement. Tu vois pas ça forcément comme une compétence que par exemple, dans un centre, tu as une connaissance BPM, voilà, et tu veux faire monter ta connaissance BPM sur le sujet, ils le feront. Toi, tu dis qu'ils le font pas naturellement, ils s'intéresseront pas à la prochaine release, parce que pour eux, ils voient pas ça comme une service line ou autre. En gros, ils voient ça juste comme un taf à faire. Ils vont faire la formation sur, par exemple, la version 7.1. D'accord. Et si jamais la 19 est sortie, si jamais nous, on leur dit jamais on va installer la 19, personne n'ira voir ce qu'il y a dedans. C'est quand même. Alors ça, c'est un bon exemple, parce qu'en théorie, les centres de services sont censés avoir des centres de compétences. Ils sont censés maîtriser telle ou telle techno et ils sont censés faire vivre parce que justement ils ont une clientèle. Donc est-ce que alors tu as vu peut-être un centre bizarre ou des gens peut-être un centre trop jeune, mais normalement on est d'accord que quand un centre dit moi je suis expert en test, et il y en a à Tunis, il y a une service line test, ils connaissent QC, ils connaissent les outils, l'automatisation, ils ont quand même un framework. Ils connaissent le B.A.B.A. quoi. Oui. Oui. Tout à fait. Les tests, mais ça peut être autre chose. C'est qu'aujourd'hui, les centres de service, je suis d'accord avec toi. C'est un centre de service qui ne sait pas en fait identifier clairement ses lines, ce qu'on appelle les factories, les poles, on appelle comme on veut. Des compétences. Des centres de compétences et de les faire vivre. Je pense qu'il perd il est dead. Parce que le fonctionnement d'un centre de service, c'est quoi? C'est je mets à disposition un centre de compétences, finalement c'est des centres de compétences, un pôle de compétences, et du coup que je vais vivre, et quand j'ai des montées en charge, je sais réagir rapidement, quand j'ai des baisses de charge, je sais déstaffer, etc. Et sans avoir ce turn à côté en termes de compétences et de formation, il n'est pas capable en fait de supporter cette montée en charge ou cette extension de périmètre, etc.
Sachant qu'on est sur des SLA, du coup, là on rentre dans les SLA, dans les contrats, où quand tu signes un contrat sur un centre de service, tu t'engages sur des délais de réponse par rapport à une demande. Sur une ressource, combien tu réponds 2-3 jours, sur 2 personnes, 3 personnes, combien de jours, sur 10 personnes, combien de jours, grosso modo. Du coup, tu as besoin d'avoir ce flux continuel de ressources. Je reviens sur un autre point, c'est que pour extrapoler un peu, pour construire sur ce que tu disais sur les formations, c'est que pour garantir un bon fonctionnement, moi ce que je dis, il faut faire une overdose de proximité au démarrage. C'est-à-dire dumper la proximité, en termes de présence à Paris, en proximité avec les gens, sur une période un peu plus étendue, pour un peu accélérer cette prise de connaissance, ces rencontres avec les gens, et pour monter en compétence sur l'application et sur le projet en lui-même. C'est que c'est bien que la montée en compétence soit faite en live, sur place. Comme ça, en fait, ça commence à créer les liens et ça dumpe un peu. Oui, voilà. C'est une bonne idée. Donc, avant d'externaliser, c'est bien que les gens se connaissent un minimum avant. Et du coup, pour le faire, peut-être les ramener tous à Paris, ou ramener tout Paris à Tunis, ou à Maroc, ou au Bangladesh, ou en Maurice. Mais il faut créer cette proximité au début. Et c'est comme ça, tout à l'heure, Oussem, il disait, mais c'est comme ça qu'on a réussi à gérer cette nearshorisation. C'est qu'au démarrage, on a aimez-vous, rencontrez-vous. On a essayé de provoquer aussi des événements. C'est qu'on n'oublie pas. C'est aux managers aussi d'impulser un peu cette dynamique-là. Parce que eux, tout seuls, tu les laisses, personne. Chacun va rentrer chez soi et va rien faire. Si t'es pas là, chacun fait sa vie. Si t'es pas là pour insister, pour dire voilà, on fait ça, des petits déj, des restos, des soirées, etc. Pour provoquer cette proximité, ça marche pas. Donc là, c'est des solutions très humaines finalement. Il y a beaucoup d'humains dans Nearshore. Il y a beaucoup d'humains et l'outillage dans tout ça. Et l'outillage, on est dans l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une population qui est de plus en plus jeune, qui est digitale, natif, etc. Et du coup, utiliser WhatsApp, Slack, etc. et passer son temps à répondre sur des chats, etc. Chose que nous, on ne supporte pas et qui m'énerve, mais pour eux, c'est naturel. Oui, c'est vrai. Ça, c'est Moi, je ne suis pas capable de passer mon temps comme ça. Et la fameuse vitrine où on montre un écran, où on voit les gens travailler, les vitrines de téléprésence, on est d'accord que ça marche pas, ça. On est d'accord que ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais vu marcher. C'est une bêtise. Ça existe, mais moi, j'ai jamais vu marcher. À chaque fois, c'est chaos. Ça existe surtout sur les le réseau est pas bon. Services clients, les BPO à bas niveau, des bac plus 2, bac plus 3, etc. C'est du flicage. Vous voyez ça comme du flicage? Oui, je le vois comme ça. Moi, je verrais bien avoir une fenêtre. C'est du flicage. Par contre, ça existe. Non, d'accord, j'ai vu une démo Accenture là-dessus. Ah d'accord. Mais moi je le vois pas du tout comme du flicage. Moi je trouvais ça rigolo d'avoir une fenêtre où tu vois les gens qui passent. Il faut que ce soit dans les deux sens alors. Oui, c'est bien dans les deux sens. Mais c'est une manière un peu de faire un. C'est pas grand chose, c'est une manière de voir de fusionner à l'open space. Mais je suis d'accord. Moi j'ai jamais vu marcher, ça marche jamais. Mais même Skype, ça marche pas. En tout cas, moi je dis aujourd'hui l'outillage pour le nearshore, je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Il n'y a pas aujourd'hui d'outils qui permettent en fait de supprimer la distance, grosso modo. Je pense que c'est possible. On est d'accord. Parce que c'est vendu comme supprimer la distance. Et ils ne le font pas. C'est un Skype qui ne marche pas, une connexion qui est lente, etc. Alors que je pense qu'il y a des technos qui sont intéressantes. Après, c'est pas les mêmes débits en France. La réalité virtuelle, les hologrammes, etc. Donc je pense... Mais je suis vraiment... Après, est-ce qu'on est d'accord qu'un bon Slack, ça suffit Quoi ? Ce que tu dis là, la proximité et un Slack, ça suffit, finalement. Mais c'est chiant. Un Slack, ça suffit, mais quand tu as une réunion et ça coupe et répète et j'ai pas entendu et ça coupe et répète et j'ai pas entendu. C'est embêtant. Parfois, c'est plus simple d'avoir un hologramme ou de mettre les lunettes et de se retrouver comme sur un espace. Ouais, t'es loin, là, tu pitches loin. Ah non, dans le futur, c'est le turfu. C'est le turfu. Visionnaire. J'aime bien l'idée de l'hologramme. Ou d'hologramme sur une salle. De lunettes 3D. Alors, on va essayer de conclure. C'est difficile parce qu'on a eu pas mal de débats. Et je pense que pour quelqu'un qui... bien le débat. Mais le débat est toujours intéressant. Merci Hassan. Quand il est... Hassan, il est à fond sur le sujet. Quand il est éclairé et de bonne foi. Avant de rentrer dans la conclusion, est-ce que vous avez des expériences d'outsourcing, de trucs bizarres ou de trucs un peu marrants, ou vraiment c'est vraiment l'outsourcing 0 sur 20 ou la pire chose qu'on puisse faire, quoi?
Momo, tu as un exemple? Moi, j'en ai plein. Par la pagination. Tu peux donner un exemple, mais sans citer J'ai déjà dit la pagination. un... J'ai la livraison en recette qui n'a pas été faite parce que la personne était malade. Et donc, du coup, aucun backup, sachant que c'était une équipe de 23 développeurs. D'accord. Donc, pas de livraison parce qu'eux, ils ont fini apparemment. D'accord. Mais ils ont ça me choque pas parce que je pense qu'à Paris, j'ai les mêmes. Mais j'ai les mêmes. Mais finalement, oui, d'accord. On a les mêmes problèmes. Moi, je me suis rendu compte, on a quasiment les mêmes problèmes. J'ai une anecdote un peu rigolote après. Oussem, un truc rigolo qui s'est pas bien passé. Honnêtement, moi j'ai participé à une seule expérience, vous la connaissez, mais et honnêtement, je trouvais que c'était une expérience très bien, assez positive. D'accord. Okay. Ouais, parce que toi, Momo, c'est plus des cas d'incompétence ou peut-être que les gens n'avaient rien à faire là, en fait. Je pense que s'ils étaient à Paris, ils auraient été virés aussi, pareil. Non, mais pour moi, c'est que la criticité de la livraison pour nous, elle n'a pas été intégrée. Ouais, c'est pas la leur. En gros, comment tu portes ce message pour leur dire et t'as beau crier au téléphone, mais oui, ça comprend pas. Hassan, un exemple Non, d'un point de vue opérationnel, je pense que les projets que j'ai vus, généralement, ça se passe très très bien. Après ça peut être des anecdotes. Après, le seul truc, c'est la compréhension de l'humain. Il y a pas mal en fait, de décalage humain par rapport à moi, ce que je suis habitué à faire, comment travailler. Typiquement, quelqu'un que tu lui dis un message positif, etc., et que tu lui dis grosso modo, si ça colle plus et si la trajectoire de la boîte, par exemple, j'y crois plus, je te dirais, moi je démissionnerai et je te dirais qu'il faut démissionner et que c'est fini. La compréhension qui a été prise et restituée derrière, c'est que Hassan m'oblige à démissionner, il m'a demandé d'aller machin, il va me forcer autre chose. Donc voilà. Donc, en fait, oui, d'accord. Mais j'ai vécu moi je le reproche pas parce qu'en fait ils sont pas habitués à entendre ce discours-là. J'ai vécu quelque chose de similaire, mais moins possible, moins grave, que j'ai donné, j'ai calé une réunion à 18h30 parce que pour moi c'était quelque chose qui se faisait assez souvent. Et j'ai appris plus tard, 2 mois, 3 mois. Après, ça se fait pas en France non plus. Hein. Oui, ça se faisait dans le contexte projet. Oui, parce que voilà, c'était un petit point en fait. Et ça a été mal vécu. Ça a été mal vécu alors que voilà, cette personne-là, je l'aime bien, on s'entend très bien, mais j'ai appris 3 mois plus tard qu'elle l'a très mal vécu cette réunion-là, parce qu'elle était très fatiguée ce jour-là, elle a mal vécu que Moi, j'ai une anecdote, bon, ça c'est plus toujours. Quoi? C'est ta deuxième anecdote, moi je note, mais. Ah ok, j'arrête. Je resterai parce que j'attends l'anecdote de Jean Didier, moi aussi. Vas-y, l'anecdote de Jean Didier. C'est trop d'honneur. C'était un exemple tout bête. On avait outsourcé ou nearshoré à Nantes. Et on s'était dit à un moment donné, donc on a une équipe à Paris, une équipe à Nantes. Ça se passe pas très très bien, mais on arrive à travailler ensemble. Et à un moment donné, on se dit, en fait, il faudrait mettre des relais. Et on s'est mis à chercher des managers qui pourraient travailler à Nantes et nous représenter. Donc ça ressemble un peu à ce que tu disais. Ouais. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que c'est des gens qui ont été opérationnellement staffés à Nantes, qui sont sortis de l'équipe Paris pour aller à Nantes. Et du jour au lendemain, on a eu les mêmes problèmes. Et ce qui était rigolo avec le recul, c'est qu'en fait, ne jamais oublier que quand tu outsources, la personne, elle est gérée par un management local et que la personne qui était manager à Paris, elle est devenue manager à Nantes, mais elle obéit à qui? Obéit entre guillemets. Elle reporte à qui? Au responsable de Nantes, pas Paris. Donc c'est pas une anecdote marrante. C'est juste une anecdote qui fait sourire. C'est en voulant mettre quelqu'un pour justement faire ce que vous disiez, pour pouvoir être notre porte-parole en disant lui, il connaît nos problèmes. En fait, rien du tout. La personne, elle répondait aux problématiques de Nantes. Et le client parisien, il n'en avait rien à faire. Ce qui me fait dire qu'avoir une notion front-back client-fournisseur, avec un client qui demande à un client qui demande à un fournisseur, c'est peut-être la pire posture à avoir. Parce que du coup, tu n'es plus du tout dans le one team ou dans la circulation des gens et des connaissances. Parce que du coup, tu jalonnes tout, quoi. Et du coup, on va tous au Maroc et en Tunisie? On pourrait. Une dernière anecdote pour finir et on conclura. L'avantage de faire du nearshore, c'est qu'il fait beau. D'accord. C'était ça l'anecdote? Non, c'était pas celle-là, mais bon, j'ai oublié c'était quoi l'anecdote. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Pour moi, il faut voir le bon côté des choses. D'accord. Donc,
Là, on a bien discuté, on a bien débattu, on n'était pas d'accord. On a essayé de résumer, donc on a vu l'éligibilité, on a vu quelques facteurs clés de succès qui des fois sont de bon sens. Mais si je me mets à la place d'un auditeur qui nous écoute ou qui nous écoute et a priori son service où il va devoir travailler avec de l'outsourcing parce que son chef l'a décidé, parce que lui a décidé ou parce que c'est déjà ça et il ne sait pas trop à quelle sauce il va se faire manger. J'ai pas l'impression qu'on l'a beaucoup rassuré. Donc on a des exemples qui marchent. Est-ce que vous pourriez en quelques mots juste s'il faut rassurer, moi j'en sais rien, ça se trouve c'est pas bien. Moi je suis plutôt satisfait, mais y a des cas qui fonctionnent. Moi je dirais juste qu'il va se marrer quand même s'il fait l'offshore parce qu'il y aura toujours des petites anecdotes à raconter. Voilà. Après c'est juste une équation maîtrise coût qu'il faudra une équation coût-valeur sur laquelle il faudra réfléchir avant de faire du nearshore et après il y a des méthodes, il y a des approches. Mais toi, tu dis analyse sans froid de je déploie pas. Voilà, analyser déjà l'intérêt, faire l'équation, calculer le gain économique qu'il va réaliser en nearshorant. Peut-être c'est intéressant. Moi, il y a des chiffres, quand tu prends un projet, tu es capable de faire 30%, 40% de réduction. Tu craches pas dessus. C'est que tu réfléchis. Moi, je pense plutôt à l'opérationnel qui a rien demandé. Voilà. C'est genre quelqu'un du middle management. Mais l'opérationnel, c'est d'avoir un management fort, garantir une proximité, c'est de faire en sorte que les équipes, soit tunisiennes ou parisiennes, se voient le plus souvent possible, de 4 fois par an, un démarrage très proche. Mettre en place les outils, c'est très important pour faciliter la com, etc. Et maintenir une montée en compétences. C'est-à-dire les dispositifs à Tunis, il ne faut pas les oublier. Il faudra les considérer comme une extension des équipes parisiennes. Et du coup, dans ce sens, les former sur l'application, les former sur les technos, les tenir au courant par rapport à la trajectoire du projet, la vision, etc. C'est très important pour eux afin qu'ils se sentent rassurés et qu'ils soient vraiment une partie prenante et active au niveau du projet. Oussem, tu souhaites rajouter quelque chose ? Sen a tout dit, mais je dirais juste, s'il se lance, il faut qu'il veille à ce que l'équipe soit solidaire. Voilà. D'accord. Entre les deux sites. Moi, je dirais rien. Moi, je trouve ça intéressant du point de vue humain de déployer quelque chose. Et justement, l'objectif pour moi, c'est pas de réussir une externalisation ou de l'outsourcing, c'est essayer de faire un produit. Alors, ça peut être une application, un service sur 2 sites. Essayer de le faire le mieux possible, quoi. Voilà, mais pour conclure, ce qui est intéressant, c'est les compétences qu'il y a dans ces pays-là et dans ces régions-là. C'est que c'est des compétences qui sont quasi similaires à ce qu'on peut avoir ici en France. Même si le modèle de nearshore, c'est un modèle de low cost. Tout ce qui est faible valeur, on l'envoie là-bas. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'essaye de combattre un peu cette idéologie. Et... donc j'ai dit compétences, idéologie, pitch. Voilà. Et ne pas oublier l'humain. Le 2, c'est l'écho, c'est très intéressant. On oublie trop souvent l'humain. Très bien, merci à tous. Bravo. On aura fait près d'1h40 de podcast. On va avoir pas mal de choses à couper. On était assez passionnés. Donc nous donnons rendez-vous à nos auditeurs pour l'épisode 4. Petit rappel, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur SoundCloud, désormais sur Apple Podcast, et ça c'est un succès, sur Spotify. Donc n'hésitez pas, vous pouvez réagir, faire part de vos commentaires, et nous réagirons, on pourra même les évoquer dans l'épisode 4. Voilà, merci à tous. À plus les amis. Et bonne soirée. Salut.